Donc bon, moi je m'appelle Eric Gattier, donc tout à l'heure je vais être un peu rabat-joie je pense ce soir par rapport à tout ce qui a été dit quand même. Parce que bon, on a quand même l'expérience dans le déploiement, nous on est éditeur, on a une solution CPM, ça s'appelle Supro. Donc ouais, notre métier c'est d'équiper ces PMO en général, on va dire sur le principe. Et donc on en a fait quand même un certain nombre. Et la question qu'on voulait traiter aujourd'hui, c'est pour laquelle vous êtes venu, l'invitation, c'est ça, comment le PMO peut-il aider la direction à mieux lire, piloter, faire évoluer son portefeuille de projet. Pourquoi je vais être rabat-joie ce soir? Parce que PMO stratégique, PMO support, opérationnel, tout ça, 120 déploiements, un petit peu d'expérience, j'ai 59 ans. Moi personnellement, j'ai des très beaux clients, ça il y a certains ce soir, mais même des très grandes organisations qui gèrent des gros projets de transformation, des gros plans de transformation. PMO stratégique, moi personnellement, au niveau, c'est votre honnête, moi ce que je vois, c'est des gens qui ont un peu casquette, en fait, pour leur donner une mission d'outiller en fait, tous les processus que vous avez établis, de prise de décision, de cadrage, de valorisation, mettre en place des choses. Mais dans les faits, ils ont, c'est pas forcément un métier. C'est pas leur métier en fait, ils sont plutôt quelqu'un de l'organisation qui va avoir un service, une direction, une intention ou des velléités, il va prendre cette responsabilité. Et en réalité, déjà là on a un problème en fait, parce que en réalité, ce PMO, à travers le PPM en tout cas, c'est pas forcément un métier, c'est plus un rôle, c'est pas forcément une personne, c'est plusieurs personnes, et là ça complique un petit peu les choses. Alors c'est vrai que quand on nous pose la question au départ, quand on a des gens qui viennent nous voir pour équiper le PMO ou l'organisation d'un outil PPM, ils nous posent des questions sur ça prend quoi, ça coûte quoi, ça prend quoi, il faut qu'on mobilise quel temps pour faire ça, quel profil il nous faut, etc. Et on discute avec eux, on essaie quand même de leur expliquer que déjà il faut qu'il y ait quelqu'un chez eux qui se saisisse. C'est pas l'entreprise qui s'en saisit, c'est quelqu'un qui va se saisir du sujet, qui va être responsabilisé là-dessus et qui va le porter. Et la personne qui va le porter, il faut qu'elle reste, parce que c'est pas son métier. La plupart du temps, chez nous, c'est sur moi en tout cas. Moi, j'ai pas beaucoup de PMO de métier en face de moi, des gens qui font que ça arrive, d'accord. Donc quelqu'un, ils sont pas au COMEX. C'est un rôle en fait d'accompagnement qu'ils ont. Donc pour qu'ils restent sur leur métier, sur leur mission, impliqués tout le temps, et qu'ils aient aussi le micro à tous les étages, c'est assez difficile. Donc c'est vrai qu'il faut leur dire, il faut un sponsor, il faut qu'il soit quand même à un certain niveau de crédibilité, d'implication, d'exigence, etc. Et c'est pas toujours le cas. Il faut un périmètre précis, parce que là vous parlez de tous les projets de l'entreprise, en fait c'est là aussi, c'est mon expérience, je ne veux pas être trop rabat-joie comme je disais, mais j'ai jamais vu quand même tous les projets d'une organisation dans l'outil. Souvent on va commencer par un périmètre, la DSI, la transfo, le développement de produits, je ne sais pas, les méthodes, etc. Et petit à petit on va gagner des périmètres, on va le voir dans les commentaires tout à l'heure. Et je pense d'ailleurs moi c'est plutôt une bonne idée, parce que tous les projets d'entreprise, c'est trop d'acteurs qui ont trop d'intérêts divergents et déjà ça va être compliqué, même pour le PMO s'il existe, il va passer son temps en fait, à chercher à s'intéresser tout seul. Partir de l'existant aussi, parce que toujours avec la casquette des éditeurs, c'est bien de vouloir un outil et de vouloir le faire mieux. Et on aimerait tellement en fait, que ça soit vrai, que tous les clients puissent dire ouais, grâce à ça, j'ai étudié la valeur, je connais le coût de mon projet, je sais élaborer un plan de charge, j'ai amélioré le cadrage, ça serait bien, mais c'est pas la réalité non plus que moi je constate quand je parle avec les consultants. En fait, on va avoir des témoignages ce soir avec des points d'entrée différents, budgétaires, plutôt maîtrise du portefeuille. Pour y en avoir d'autres également, et donc il y en a ça. Mais je pense que voilà, il faut partir de quelque chose qui est mesurable et sur lequel on peut progresser. Et si on veut tout traiter, on a déjà ce problème-là du PMO qui n'existe pas vraiment. C'est un rôle qui est de COMEX en même temps que le PMO et pour lequel il faut traiter tout ça. Et puis, en tout cas pour l'outil, encore une fois, derrière, ça reste un outil, donc il faut l'animer. Là, ce qu'on voit effectivement, c'est qu'il peut y avoir des effets, je commençais par le bas, mais il peut y avoir en fait de l'énergie. Mais cette énergie, en fait, elle se dilue dans le temps, justement parce que soit le PMO est trop stratégique,
soit il est opérationnel, il n'est pas assez dans la stratégie pour monter des directions. Effectivement, s'il y avait ce que vous avez décrit, ça fonctionnerait peut-être mieux, c'est vrai pour nous. Alors, l'essoufflement, parce qu'on a des gens de bonnes intentions au départ, mais voilà, c'est pas leur métier, comme je le disais, donc au bout d'un certain temps, ils sont pris par leur métier. Ils ont pas fort, et donc c'est difficile dans le temps de maintenir tout ça, de développer. La perte de crédibilité, parce qu'à un moment donné, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits collectivement, et s'il n'y a pas de résultat visible, c'est sûr qu'au bout d'un moment, tout ça s'essouffle. La conduite du changement, c'est pas juste l'énergie comme au départ, c'est beaucoup plus que ça. Alors, ce soir, moi, c'est ce que je voulais dire. Je suis encore à je l'avais dit au départ, je suis désolé. Mais moi, c'est pas mon expérience aujourd'hui, c'est pas le reflet de ce que je vois quand je rencontre des PMO qui ont la mission en fait, d'équiper l'organisation, l'entreprise pour améliorer sa gestion des projets au sens large. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, ça veut juste dire qu'en fait, la notion de COMEX, moi, en fait, je la redistribue en fait, de façon plus opérationnelle. On aurait pu dire en fait gouvernance à la place de COMEX, parce que ça peut être la gouvernance BSI, ça peut être la gouvernance d'un plan de transfo, mais je pense que quand on parle du COMEX, on parle de toute l'organisation. Et on voit tout le mal qu'on peut avoir déjà dans les entreprises à bouger une direction et quand elle est importante et centrale. Voilà. Et par contre, vous allez voir que dans le chez il y a des points d'entrée. Et ces points d'entrée, en fait, avec ces acteurs, en fait, qui ont un rôle, et c'est ça, je crois, qui va porter ces éclairages. Je me présente rapidement, je m'appelle William Dumont, je suis à la DSI du groupe Opteven. Donc Opteven, je ne sais pas si vous connaissez Opteven, je pense que pourtant on est à 1200 sur Lyon. Pas mal, hein, on n'est pas sur Lyon, sur Lyon normal. Opteven, c'est un groupe qui a une quarantaine d'années et un groupe international. C'est, alors encore je suis sur le continent. Voilà, c'est un groupe en fait, on travaille beaucoup. Vous connaissez pas, en fait, on ne travaille pas avec le grand public, on travaille surtout avec les entreprises. Nos activités sont dans la garantie pas mécanique, on n'est pas sur un secteur d'assurance obligatoire, mais c'est un secteur d'assurance plutôt lié aux véhicules d'occasion, aux extensions de garantie, etc. On fait de l'entretien aussi et on fait de l'assistance automobile pour justement des assurances. Donc vous, en tant que conducteur, quand vous assurez votre véhicule, vous avez souvent, c'est même obligatoire, un contrat d'assistance adossé à votre contrat d'assurance et généralement votre assureur sous-traite cette assistance à des gens comme vous. Donc on a bien deux activités distinctes et effectivement on est représenté voilà, la dimension internationale. Je vous ai parlé de 1200 salariés, on est représenté présent dans 6 pays, la France bien sûr, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre et les Pays-Bas. Donc c'est que des petits groupes, on travaille pour ces gens-là à travers des intermédiaires. Et donc vous voyez, on a vraiment une dimension européenne dans l'assistance et dans la garantie mécanique. Pour la petite histoire, Opteven, et c'est une filiale, c'est une filiale anglaise qui s'appelle Royal Automobile Club, qui est une société, une compagnie d'assistance. Donc quelques chiffres, 345 millions d'euros, c'est notre chiffre d'affaires, 2 millions de véhicules, c'est notre portefeuille de véhicules assurés. 1 300 000 contrats, 3,5 millions d'appels sur toute l'année. On a des centres d'appels en ce moment, plus la pleine saison, on a beaucoup de monde pour répondre au téléphone et tout ça, ça va être ici à Lyon, en France, à Oxford. 1 million de dossiers, plus d'1 million de dossiers sinistres et 18 constructeurs en partenariat. Effectivement, nos clients, ce sont des vendeurs de véhicules d'occasion, mais des constructeurs, des banques, des financeurs, des leasers et des compagnies d'assurance, je pourrais parler tout à l'heure. Une croissance régulière depuis 2010 et on espère que ça va continuer comme ça. On a tendance à dire quand on présente, moi je reçois des candidats, je leur explique qu'on double nos effectifs tous les 5 ans, peut-être un peu moins vrai, en progressant.
Alors évidemment, le marché de l'automobile, vous savez, c'est en pleine transformation, donc nous aussi on s'adapte, Opteven s'adapte, et on a une politique qui reste très forte, je pense que vous connaissez ces termes, et aujourd'hui on travaille sur 4 axes pour faire évoluer notre activité, l'économie circulaire et les pièces de réemploi, c'est-à-dire qu'on propose à nos clients de réparer leurs véhicules avec des pièces de réemploi quand c'est possible. D'ailleurs, on a une filiale en Italie, justement, qui est spécialisée dans les pièces de réemploi. On travaille aussi, bien évidemment, sur l'axe de l'électrification du parc. Ça, c'est très à la mode, c'est une réalité. Aujourd'hui, on a de plus en plus de véhicules électriques et les véhicules électriques nous demandent de revoir un peu nos produits assurantiels. On va travailler aussi sur la durée des véhicules, prolonger la durée des véhicules en favorisant les entretiens. Et puis, on va aussi essayer de travailler avec des prestataires vertueux, c'est-à-dire décarbonés. On va essayer de travailler avec des dépanneurs en proximité, des dépanneurs des véhicules électriques, etc. C'est pas évident, mais c'est une vraie réalité au quotidien. On a une gouvernance derrière tout ça. Au sein d'Opteven. Nous, on n'a pas de PMO, il faut dire dommage. On regarde en arrière parce qu'on travaille ensemble. Il y a des PMO justement. Est-ce qu'on a un PMO stratégique? Je ne sais pas, mais on a une gouvernance. En tout cas, pour un peu tout ça. Alors, moi je suis arrivé chez Opteven en 2018, après 15 ans dans le Carrefour, où j'étais responsable du département, et j'ai pris un poste de responsable d'études et développement. À l'époque, on était dans une organisation de CEPAC, avec le but d'un côté, on avait la charge et le run de l'autre. Et quand je suis arrivé, effectivement, les chefs de projet n'avaient pas d'outils pour piloter leur activité. Enfin, ils avaient Excel, ça paraît bien. Et moi, j'avais un peu de mal, finalement, à avoir une vision consolidée des projets. Chaque chef de projet travaillait avec son expérience. Donc, les utilisateurs de nos clients internes, finalement, avaient chaque fois un langage différent, phase 2, une façon de travailler différente. Et puis, surtout, quand vous n'avez pas véritablement de culture du retour sur investissement, ni même de données d'avancement factuel, il y a encore moins de consommation, de jours consommés, etc. et de reste à faire. Périmètre initial, tu parlais un peu de définir un périmètre effectivement en entrant au début du projet de mise en place d'un PPM. On était sur une vingtaine d'utilisateurs et uniquement à l'IT. Effectivement, on est rentré dans la gestion d'un portefeuille de projets par l'IT. 10 projets par an, des tailles de 50 à 300 jours. C'était vraiment, effectivement, on était vraiment sur un outil de la DSI qui avait plutôt tendance, avec plutôt vocation, encore une fois, à harmoniser nos façons de travailler. Plus d'ailleurs qu'à compter les jours consommés. Alors, effectivement, quand on a commencé à consulter le marché, que j'ai parlé au chef de projet de la mise en place d'un outil PPM, tout de suite, ça va être encore du travail, c'est lourd, ça nous prend du temps, ça va nous prendre du temps, puis finalement c'est pour contrôler le temps, ça ne vaut pas le coup. Bon, donc effectivement, on a en consultant et en accompagnant les discours, on a essayé de changer cet état d'esprit. Et moi, j'avais à cœur de travailler avec un éditeur de proximité. Je ne voulais pas, je l'utilise encore une fois dans le groupe, j'avais travaillé avec des outils très très lourds à administrer, avec des équipes pour administrer des outils très lourds. Et donc, moi, on n'avait pas ces moyens, on était 450 à l'époque, et donc il nous fallait un outil aussi adapté à notre dimension. On voulait des gens, moi je voulais travailler avec des gens réactifs, des gens disponibles, je voulais du conseil aussi, et effectivement, j'étais très à l'aise avec Icare très vite dans ma réflexion. Un outil flexible, l'organisation, il faut pouvoir modéliser l'organisation dans l'outil, et l'organisation, vous le savez, ça bouge tout le temps. Donc, il faut tout le temps pouvoir s'adapter, adapter l'organisation dans l'outil. Et puis, il fallait commencer par une utilisation simple de l'outil. Je ne voulais pas faire de prévisionnel, par exemple, au début. J'étais plutôt dans la conception des plans de projet, l'avancement des projets. Mais bon,
plein de choses qu'on a fait dans un second temps parce qu'on voulait commencer rapidement et facilement. J'avais pas de PMO à l'époque dans l'équipe et donc du coup c'était très bien comme ça. Alors, 6 ans après, en 2024, on a changé d'organisation, le DSI. Je ne suis plus directeur études et développement, je suis directeur d'une service line. Donc on est passé d'un mode de fonctionnement projet à un mode de fonctionnement produit. Et ça change tout parce qu'on a transféré tout ce qui était pilotage au métier et on s'est recentré sur la maîtrise d'œuvre. Donc on n'a plus du tout un rôle de pilotage, mais on est plutôt à travailler sur des roadmaps produits et sur la disponibilité opérationnelle des produits, la qualité, les schémas un peu d'évolution des produits. L'outil Suite Projet qu'on a acquis il y a 6 ans en arrière avait depuis nous avait été bien installé à la DSI. Le métier, on commençait à se poser la question de savoir s'il ne serait pas intéressant de faire rentrer un peu dans la danse le métier parce qu'on voulait aussi avoir des coûts projets, une vision des coûts projets plus globale. Le métier, vous le savez, est très présent dans les projets et c'était dommage de ne pas ignorer cette dimension-là et de ne pas pouvoir aussi mesurer nos contributions. C'est pareil, on parlait de ressources tout à l'heure, on a des ressources côté métier qui sont des fois des experts qui ont une vraie valeur ajoutée dans les projets, surtout au niveau de la connaissance du métier justement. Et elles ne sont pas, on ne peut pas les multiplier à merci, donc il faut savoir comment elles sont occupées. Depuis, donc, on est passé de 20 à 200 utilisateurs. Effectivement, on a englobé le métier. On gère à la fois le build, donc initialement on avait le build que les projets, on la gère maintenant le build et le run, ce qui nous permet d'avoir une vision exhaustive de l'utilisation de nos ressources, puisque finalement avant on avait une vision partielle du travail de nos ressources. Et on gère, en plus des projets, on gère une centaine de lancements par an dans Suite Projet. Alors on ne gère pas tous les 100, pour être très honnête avec vous, tous les lancements dans Suite Projet, mais on gère les plus gros, les plus stratégiques. Les lancements, c'est ce qu'on appelle nous les lancements. C'est quand on remporte un contrat, on a tout à fait d'offres. Quand on remporte un contrat, on n'a pas forcément d'évolution de nos outils, mais on a une intégration du client dans nos produits d'assurance. On a pas mal de flux à mettre en place, des choses comme ça, des échanges avec l'API, etc. Voilà, donc maintenant on arrive à vraiment gérer, même je parle de 50 projets, oui, je suis peut-être un petit peu optimiste, mais c'est l'ordre de grandeur. Et on a vraiment des équipes métiers qui sont totalement appropriées l'outil. Et en plus, on a un PMO, ce qu'on n'avait pas au début. Et donc Marielle a pris ce rôle-là. Et je rejoins aussi ce que tu disais, Eric, c'est vrai que l'animation comme ça, permanente, constante, soutenue, forcément, ça permet un petit de mieux vivre et d'harmoniser un petit peu l'utilisation de l'outil. Je passe, vous me dites si je vais trop vite ou pas assez, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors effectivement, on a mis l'outil Suite Projet maintenant un peu au cœur du comité de projet stratégique. Alors effectivement, on n'a pas de PMO, on a une direction d'organisation quand même, qui pourrait avoir ce rôle-là, direction d'organisation de qualité. Mais on a un comité de projet stratégique, donc tout le monde de COMEX font partie, et dont tous les directeurs de projet aussi font partie. Et donc mensuellement, alimenté, je dirais, par les chiffres qu'on peut avoir dans Suite Projet, on a ces instances de pilotage, d'arbitrage, etc., de gestion des priorités. Alors, on va suivre, bien sûr, les plans de charge dans Suite Projet. On va, grâce au plan de charge, pouvoir gérer les ressources critiques, c'est-à-dire les contentions de ressources entre les projets. On a souvent, encore une fois, dans les entreprises, des ressources clés et on ne peut pas les démultiplier à l'envi, donc on est bien obligé de tenir compte de leur disponibilité. Une chose aussi que nous permet de faire ce projet, c'est de gérer nos immobilisations immatérielles, c'est-à-dire en fait
tous les coûts qui sont associés au projet, il faudra pouvoir les mobiliser parce que les projets participent à contribuer à la valorisation de notre actif matériel. Et donc, grâce à ça, on a une traçabilité. Quand vous mobilisez, vous avez les cas qui arrivent dans les commissaires au compte qui arrivent, ils ont besoin d'avoir une traçabilité sur les coûts du projet. C'est grâce à ce projet qu'on peut leur donner cette traçabilité. Et puis, une chose aussi qui est très importante, mais il y en a d'autres, c'est qu'on, je vous ai parlé de notre organisation en ligne de produits, on a dans ces équipes donc, de service line des ressources qui font du run et du build. Et notre challenge, c'est d'équilibrer nos ressources sur ces deux postes de charge. On peut pas, on a toujours du run, ça c'est évident, mais il ne faut pas que le run prenne toute la place sur le build. On réserve un peu sur le build et ça nous permet de mesurer l'évolution au cours du mois, au cours du temps, de l'équilibre du build et du run. Voilà un petit peu, je regarde si j'ai peut-être bon, il y aura peut-être d'autres choses. Alors, bon, j'arrive déjà un petit peu à la conclusion, je crois qu'il y a encore 2-3 slides, mais grand chose. C'est vrai que, je crois que tu le disais aussi dans ton introduction, un outil de PPM, ça fait pas tout, et surtout, je dirais la plus-value, elle va dépendre de la qualité des données, de l'effort que vous faites pour administrer l'outil et pour maintenir sa pertinence. Et ça passe par la qualité des données. Donc, ça veut dire aussi essayer d'harmoniser dans l'outil la façon dont vous modélisez les projets. Pas qu'un chef de projet travaille d'une façon, puis un autre chef de projet travaille d'une autre, sinon vous n'arrivez pas à consolider vos résultats. L'intérêt, c'est quand même aussi d'avoir un peu la reporting consolidé. Donc ça, c'est important. Il faut travailler la bonne granularité. Ça, c'est vrai sur les tâches des projets. Si vous faites des tâches trop micro, les gens vous serez submergés de tâches et vous n'aurez pas piloté. Les gens ne sont pas forcément sur quoi ils doivent leur temps. Et si c'est une granularité trop importante, vous ne pourrez pas suivre l'avancement. Donc il faut trouver la bonne granularité. Ça se discute avec les chefs de projet, les PMO. Ça se discute avant de construire le projet, de le modéliser dans l'outil. La saisie quotidienne, je dirais même plus le fait de gérer l'avancement au quotidien, de le consommer au quotidien, ou si ce n'est pas le quotidien, de façon hebdomadaire, minimum, pour avoir des informations les plus justes possibles, les plus proches du temps réel, du réel. Si vous faites ça tous les 6 mois, forcément il y a un décalage et l'outil est plus utilisable. Et puis, travailler sur une amélioration continue, c'est quoi? C'est par exemple, step by step, déployer tout ce qui est prévision de charge, tout ce qui est prévision d'affectation des ressources, travailler, affiner l'affectation des ressources aux tâches et le temps de la tâche pour avoir encore une fois une restitution en termes d'avancement le plus juste possible. Voilà un petit peu le message, les messages qu'on essaie de faire passer aux équipes, aux contributeurs des projets. Je vous rappelle que chez nous, il y en a je suis passé trop vite et on est 200 à utiliser l'outil, donc effectivement, ça nécessite beaucoup d'animation pour que ça fonctionne de façon homogène. Alors, tu disais, oui, il ne faut pas vouloir en faire tout de suite pas de marque, un petit périmètre et après essayer d'amener le projet, l'outil à une utilisation plus large. Moi, je pense qu'il faut quand même assez rapidement sponsoriser le projet au niveau du COMEX. Il faut que les plus hautes instances soient convaincus qu'un outil comme ça amène de la valeur, à la fois au niveau opérationnel des chefs de projet et des projets, mais aussi effectivement à leur niveau et leur montrer l'intérêt des résultats qu'on peut leur apporter de la plus-value. Donc c'est vrai, c'est le suivi de l'avancement, c'est la vision financière, c'est la vision de consommer versus le budget, puisque un projet a un budget normalement, un opérage normalement, bien pris, je me souviens bien, mais le sens pas. Et donc, il faut quand même vérifier que consommer ne grille pas le budget, pas tout d'un coup. Bon, voilà.
Donc ça nous aide aussi là-dessus, ça nous aide aussi à mesurer le consommer par rapport à l'avancement. Important, si vous avez consommé 80%, vous êtes à 10% d'avancement. Un petit malaise. Donc ça, tout ça, l'outil le permet et c'est vraiment précieux. Quand vous animez, vous faites la restitution, effectivement, dans des COMEX ou des comités de pilotage. Ce qui est chez nous, c'est les métiers qui pilotent les projets et c'est, je dirais, c'est vertueux dans la mesure où ça les oblige à adhérer à l'outil, ça les oblige à s'intéresser à cette dimension-là. Et du coup, on a toute l'entreprise qui est sur le sujet. Nous, effectivement, dans l'organisation, on est maîtriseurs maintenant, mais ça n'empêche. Historiquement, on a l'expérience du pilotage de projet, donc on accompagne le métier pour monter en compétence sur ces sujets de pilotage. Et l'adhésion, elle va passer par l'intérêt que vont trouver les différentes organisations de l'entreprise. Il y a le contrôle de gestion pour la partie, on a vu financière, il y a les chefs de projet pour la partie avancement, voilà, tous ceux qui contribuent au projet peuvent trouver leur intérêt, il faut juste leur donner quelques clés. On était dans une organisation bicéphale, donc run et build, et toute la difficulté qu'on avait, c'était de passer du build au run. C'est-à-dire de transférer la connaissance qui avait été acquise pendant le build à des équipes run qui, elles, n'avaient pas baigné du tout dans le projet et devaient du coup étaient en responsabilité de la maintenance opérationnelle, mais sans avoir véritablement les clés, puisqu'ils n'avaient pas du tout été baignés pas du tout dans le build. Donc c'est surtout ce constat-là qui a amené, puis il y avait du coup une scission, peut-être qu'il peut y avoir des malentendus entre les équipes, parce que les uns disaient oh, le run, ils font pas d'efforts, et puis le run disait de toute façon le but, nous on fait les bugs, alors on a fait courte, mais ils connaissaient le schéma. Et donc ça pouvait pas continuer comme ça. Et on a pensé avec l'aide d'un cabinet de conseil un autre schéma, et on est parti sur ce qui se fait aujourd'hui classiquement dans toutes ces entreprises. Et je dirais qu'il est aussi appuyé ou porté, ou en tout cas ce mode-là, la méthode agile fonctionne bien aussi avec ce mode-là. Donc il y a aussi l'agilité qui est venue aussi compléter ce dispositif et cette réflexion. On avait commencé l'agilité, j'ai envie de dire, quand on était en développement, quand on était dans ce projet, mais effectivement ce mode-là, le mode service ligne de produit, l'agile qui est bien adapté au mode. Voilà. On industrialise le processus dans les lignes de produits, on est sur un backlog unique, on dépote et voilà, on est vraiment purement maîtrisé. Et moi je souhaitais harmoniser la méthodologie pour pouvoir, vis-à-vis des utilisateurs, avoir un niveau de prestation, j'ai envie de dire, un peu homogène. Que la qualité ou le projet ne dépend pas que de la qualité du chef de projet, mais qu'il y ait aussi derrière un outillage solide pour l'aider dans son travail. Donc c'est pas la méthodologie qui a l'outil, mais plutôt l'outil qui m'a aidé à harmoniser la méthodologie. Alors quand je dis la méthodologie, c'est la modélisation des projets, c'est tout ce qui est autour du plan projet, essentiellement. C'est Caroline Maillot, je suis PMO chez Solial. Donc Solial, c'est une coopérative laitière. Et vous allez comprendre très vite quels sont les produits, mais on a des marques comme Yoplait, Canada, Java. Le Solial International, c'est la holding, qui détient ces marques. On a plusieurs pays ou business units qui sont donc Yoplait, Canada, etc. Comme son nom l'indique, c'est une coopérative. C'est un fonctionnement un petit peu différent. Nos actionnaires, si je peux dire comme ça, sont les agriculteurs. Donc on reverse en fait tous nos bénéfices aux agriculteurs. On est assez proche d'eux. Eux sont proches de nous. Ça va dans les deux sens. Mais voilà, je vais reprendre énormément de termes et de choses que je fais toujours en fait, parce que on a deux expériences différentes, mais ça se ressemble assez dans tout ce que je vais dire.
Je fais partie donc, de la DSI, donc je suis PMO de la DSI, on a créé un CIO office. Je fais partie du CIO et on est en train de se structurer justement, tout à l'heure tu parlais de PMO stratégique. On essaye d'avoir un peu ces strates et d'avoir des PMO stratégiques, d'avoir des liens avec les business units. On construit ça. On est en pleine construction. On a donc un petit projet, bien sûr, à l'intérieur de la DSI depuis 3 ans et demi, 4 ans même. La DSI, elle comporte à peu près une centaine de personnes et on a une vingtaine de chefs de projet. Et là, je vais vraiment vous parler donc, des projets plutôt en interne DSI, donc un peu différents, mais c'est vraiment tous nos projets internes DSI. Voilà là-dessus sur ma petite introduction. Je regarde quand même si je ne fais pas autre chose. Ouais, la flèche de droite. Voilà. Ah oui, j'aurais pu. Bah voilà, j'ai un peu dit tout ça. J'ai déjà dit, qu'est-ce que j'ai oublié ici? On traite 50 à peu près en moyenne projets, donc des projets informatiques en interne de DSI. Tous nos projets sont pour les business units, pour des nouvelles lignes de production et des nouvelles lignes de production. Il y a toujours de l'IT à l'intérieur. Il y a de l'IT partout. Et comme j'ai dit, 3 marques, enfin plus que 3 marques, mais en tout cas les plus connues, c'est Yaoundé, Candia entre nous, etc. Je suis désolée, je suis sans fromage ni yaourt, ni lait, parce qu'il fait trop chaud, ils ont répondu et tout ça, ça va pas. Donc aujourd'hui, comment on en est venu à se mettre un petit peu en mode projet pilote? Je vais justement dire ça, mais en fait, on est parti de rien, en tout cas d'Excel, comme beaucoup de gens, je pense. On est parti d'Excel avec un mode différent à chaque fois, donc chaque chef de projet avait son modèle. Et pour consolider et harmoniser tout ça, c'était très très compliqué. On a à peu près 20 chefs de projet, 20 typologies et méthodes de travail différentes. Donc le but c'était un petit peu d'harmoniser et de se dire comment on peut faire. On avait une méthodologie, mais comment on peut un peu mieux structurer la chose. On a démarré très très light. Quand je dis light, on a démarré avec très peu pour l'outil. On a démarré le plus basiquement possible. On s'est dit, ok, comment on peut faire pour que tout le monde adhère au projet, sachant que nous avions un sponsor qui n'était pas très présent. Donc il a fallu tout d'abord le séduire lui, parce que sans sponsor, c'est un peu compliqué de porter un projet seul, enfin c'est pas facile quoi. Donc le sponsor a réussi à le convaincre. Et oui. Le sponsor était c'était le DSI. Donc on peut dire au plus haut dans la strate de la DSI. Donc une fois qu'il a été convaincu, on a pu déployer l'outil et toute la méthode, et en tout cas tout ce qu'il y a autour de l'outil, à peu près aux 20 chefs de projet, et on a vraiment démarré très light. On a juste fait une description de projet, du blanc, donc un planning, et c'est tout. Le reste, c'était si vous pouvez le faire. Ou alors, vous pouvez le faire, attention, vous pouvez le faire dans l'outil, mais on oblige quand même à faire les risques, à suivre le budget, etc. Mais on a vraiment démarré très petit pour qu'ils puissent comprendre aussi l'avantage de l'outil et l'avantage de parler d'une seule langue. Donc là, j'ai un peu avancé ça, mais voilà, il a fallu en effet convaincre beaucoup, que ce soit au niveau de comme je viens de dire, mais aussi d'équipes qui allaient utiliser l'outil. Et ça, il faut toujours convaincre. Tout le temps. Il faut toujours amener des nouvelles choses pour un petit peu séduire. Là-dessus, comment on a fait? On a d'abord démarré petit, comme je viens de le dire, et en fait, l'outil c'est devenu notre référence. On n'avait plus d'autres outils, d'autres Excel. On est vraiment resté là-dessus.
sur ça. Et le changement, on a mis un peu de temps, on a dû dire ok, voilà ce que ça va t'apporter. Et on en parlait tout à l'heure sur la valeur, on a dû donner un petit peu qu'est-ce que cela va vous apporter au quotidien. Qu'est-ce que ça va vous apporter au quotidien, plutôt à l'équipe des chefs de projet. Donc pour eux, c'était pourquoi je utiliserai un outil, j'ai ma méthode, j'ai ma façon de travailler, ça va bien, ça va vite. Pourquoi je vais perdre un peu de temps? Il y a ça, animer tout ça. Et donc ça prend un petit peu d'énergie et de temps. S'il vous plaît, il n'y avait aucun chef de projet qui était initié dans ce changement? Qui désirait un outil ou Oui. harmonisé? Ouais. Non. Ouais, non. Après, ils n'étaient pas contre du tout. Certaines personnes étaient très heureuses d'harmoniser, surtout ce que je n'ai pas dit, mais c'est aujourd'hui on travaille avec le métier, donc on est la DSI, mais les projets comme tout à l'heure on fait pour le métier, et ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui on était très DSI, pilote le projet, et l'outil a aussi permis que le métier puisse venir un petit peu à l'intérieur du projet, et donc participe à cette mise à jour que j'ai des risques, etc. et puissent ensemble, main dans la main, animer en fait les coproches, les copiles avec l'outil. Si vous avez des questions, rapidement en poser. Et comme j'ai dit, aujourd'hui, on a commencé très faiblement, si je peux dire ça, c'est très positif, mais à la DSI. Et en fait, le fait d'en parler et de communiquer auprès du métier, vraiment le bouche à oreille a fonctionné pour étendre l'outil. Comment on a fait? En fait, c'est tout le monde qui en parlait, etc. Et il y a un an, on a eu un gros projet, un gros programme de transformation. Et ce gros programme de transformation avait besoin absolument d'un outil. Et pour le dire tout à l'heure, la méthode était posée, et l'outil a juste aidé l'harmonisation, etc. Mais la méthode était posée, et d'ailleurs l'outil s'est plutôt calé à la méthode qui avait été définie en amont. Donc ça, on leur a déployé cet outil-là, côté on va dire transformation. Et ça a continué un petit peu à s'étendre. Et aujourd'hui, on a l'outil c'est très récent ça, dans quasiment toutes les usines, donc les usines de fabrication, de transformation, soit de fromage, soit beurre, crème, etc., vont utiliser l'outil pour pouvoir répondre répondre au plan stratégique et un peu plus global. On a démarré tous les chefs de projet en même temps. Ouais. Par contre, pour séduire, c'est tout le temps en fait, ça dure encore aujourd'hui. L'animation, il faut qu'elle soit constante, sinon c'est comme un soufflé, ça redescend. Et les gens oublient de renseigner, de mettre des informations dans l'outil, donc ils vont perdre du temps parce qu'ils vont devoir renseigner ou d'aller chercher l'information. Donc l'animation, c'est vraiment primordial pour continuer tout le temps à animer ces chefs de projet. Et c'est vrai que l'animation est hyper importante, mais d'ailleurs outil ou pas outil en fait, l'animation est sur la méthode, sur tout ça c'est primordial. On ne suit pas tout ce qui est charte. Aujourd'hui on a un petit peu monté la barre en exigence. On s'est dit ok, la description, le planning, les risques, aujourd'hui ils rentrent dans l'outil. Le plan de charge, ils peuvent le faire. Le prévisionnel, ils le rentrent à la fin du cadrage. Donc, lors du cadrage, ils ont défini un petit peu leur charge pour la réalisation. On gère aussi tout notre budget dans l'outil et tout ce qui est aussi roadmap. UPMT. Le plan moyen terme. Donc, vraiment les roadmaps à plus long terme. On gère aussi. On met toutes nos initiatives sur les années futures. Ça permet en fait d'avoir une vue consolidée et de retourner les choses dans tous les sens. Parce que comme je disais tout à l'heure, on a des business units, mais on travaille aussi, il y a la supply, il y a la finance, et il faut tourner les choses dans tous les sens. Et avec cet outil, c'est bien avec le film. C'est encore mieux.
L'outil s'adapte à nos besoins. Je pense que chaque société est différente sur sa méthode, il y a des attentes différentes sur les chefs de projet. Même si on a des projets assez simples en termes de... C'est très facile d'utilisation. Je pense que c'est ça aussi qui fait que les chefs de projet adhèrent et continuent à l'utiliser parce qu'il n'y a pas besoin de 3 semaines de formation. Il faut que le sponsor il soit avec nous. Si pour n'importe quel projet, si on n'a pas de sponsor, ça ne sert à rien. C'est lui qui paye déjà et qui prend les décisions. Donc ça a mis du temps à convaincre le DSI qu'on ait besoin d'un outil. Et ça, on a réussi à le convaincre aussi par tous ces tableaux Excel. Lui, il n'avait plus de visibilité en fait sur comme je disais tout à l'heure, il n'avait plus de visibilité sur tous ces projets. Donc il avait du mal à aller voir les codires des business units pour leur dire voilà vos projets. Enfin, c'était plus harmonieux. Les alertes, il avait énormément de mal à les voir. En tout cas, il devait énormément s'appuyer en fait, sur ces PMO. Il devait s'appuyer sur ces PMO. Et là, ça a permis qu'il puisse après avoir un peu plus de visibilité aujourd'hui. Et donc, tout le monde écrit la même chose avec les mêmes bases. Alors, il a les infos, il peut avoir les infos aussi, qui servent toujours à quelque chose. Je crois que ça, c'est la conclusion. Ben, je vais le répéter, mais voilà, on rend compte et les reportings sont plus fiables parce qu'on est vraiment structuré à mettre les mêmes données. Et donc, alors, l'allié du COMEX, nous, le COMEX est un petit peu plus lourd, mais en tout cas, au moins dans les codires des business units, on parle le même langage et on arrive à pouvoir dégager des choses et à alerter un peu plus rapidement ou à prendre des décisions un peu plus rapidement. Moi, ce que je voulais juste pour conclure, juste dire en fait, le sujet c'était le COMEX, le PMO. Moi, ce que c'est les cas évidemment, mais moi, ce que j'ai vu à travers cette expérience sur le terrain, en réalité, c'est parti d'une intervention de quelqu'un, d'une organisation qui a porté certainement au COMEX, en tout cas à la gouvernance du périmètre qui était adopté et qui a convaincu, vendu, animé, et c'est ça qui fait que ça continue. Bruno, il a changé de poste, il a dit. S'il n'y a pas Marielle qui continue, qui assure le relais, ce sera évidemment quelque chose de compliqué à porter. Donc, en fait, on peut approcher ça par il nous faut une instance qui pense projet, qui pose des méthodes, qui met des. Oui. Objectivement, moi, là où il y a ça, dans les organisations avec lesquelles je travaille, je pense à quelques-unes où il y a un PMO stratégique, eh ben, on ne le voit pas. Il ne veut pas nous voir, même souvent, parce qu'en fait, il veut travailler à son niveau stratégique pour déployer des intentions d'organisation. Et en fait, son sujet, c'est pas l'outil. Et pourtant, on voit bien que quand ça part du terrain et de l'outil, ben, ça fonctionne aussi. Ça permet en fait d'ancrer des choses concrètes, de faire des preuves de concept. Bon, je ne dis pas que l'autre approche n'existe pas, elle ne fonctionne pas, mais je dis que si je fais le lien entre PMO, outils et efficacité de gestion de projet, à 95% des cas, j'ai vu des gens qui étaient investis, qui s'étaient investis d'une mission, d'une ambition, et qui ont réussi à convaincre, parfois non, mais peut-être par exemple. Donc moi je trouve que c'est ça en fait, le lien, l'outil peut aider à faire le lien en fait, entre cette intention qu'on a tous dans l'entreprise et la réalité, et arriver à ça. Ça ne se peut pas passer comme une ligne aussi simple que ce qu'on peut le raconter quand on peut démontrer que ça a fonctionné. Il y a des hauts et des bas. Mais tous les périmètres gagnés, côté métier, côté plan de transfo, côté usine, côté opération, c'est venu de la capacité opérationnelle à démontrer le lien entre les projets, leurs valeurs, leur fonctionnement et finalement à travers l'outil. Mais c'est l'outil juste un moyen de cette PME. Voilà, juste dire quand même que ce que j'ai observé aussi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a eu un point d'entrée quelque part. Et quand il y en a beaucoup des points d'entrée, comme vous avez garanti, nous le prévisionnel, nous on n'était pas là. Puis finalement, quand le transfo est venu, son point d'entrée c'était les livrables, les KPI avec la DSI, je ne sais pas. Et il y a toujours un point d'entrée, pas unique, mais chez vous c'était quand même l'intention d'avoir une harmonie sur les plans, une démarche partagée, et le CAPEX en fait, il fallait quand même. Donc c'est vrai qu'on aurait envie de tout faire, on peut certainement en faire beaucoup,
Mais je pense que le point d'entrée, et ce que le sponsor, je pense, de ce projet peut porter, c'est ça qui est, on va dire, le levier numéro 1 un peu, il me semble. La posture, on en a tous parlé. C'est clair, moi je pense que c'est la posture et un ou un certain nombre d'acteurs en fait, qui ont un niveau d'exigence. Moi je parle souvent de niveau d'exigence, je ne suis même pas sûr d'être compris tout le temps par mes clients quand ils me sollicitent au départ. Déjà, reprendre un outil, c'est lever le niveau d'exigence. Et si vous n'êtes pas prêt à le faire, je ne passe pas par an, je vais dans 2-3 ans, ça sera compliqué. Parce que là, il faut que quelques-uns, souvent, ou quelqu'un, vraiment élève le niveau d'exigence. On veut des feuilles de temps, il faut les avoir. On veut des plans de projet, on veut que ce soit cadré, il faut qu'on s'en serve. On veut des KPI, il faut qu'ils soient consolidés pour être au jour de quelque chose, de quelques-uns. Et c'est souvent l'intention et pas évidemment sur l'action. Et puis donc pour tout ça, moi je trouve qu'on fait mieux évoluer la gouvernance en lui amenant tout ça que ce qu'on lui répond bien en fait quand ça vient d'aide ou quelqu'un à autour d'aide qui a une intention d'amélioration des marches collées. Je ne dis pas encore une fois que ça ne fonctionne pas. Je dis que sur 150 déploiements environ, je l'ai quasiment jamais vu réussir ça. Voilà. Par contre, ce que j'ai vu réussir, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est des gens qui se sont investis de cette mission, de cet objectif. Donc je les remercie. Parce que je sais que c'est votre job des fois. Des fois c'est un peu plus que votre job, mais vous le faites bien et bravo parce que c'est grâce à ça que ça a compté.